Hello, 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 bonjour tout le monde. Bonsoir Eric, comment ça va? Salut, bonsoir, ça va et toi? Aujourd'hui est un jour spécial, tellement spécial qu'on est trois à t'accueillir. Ouais, Ça nous fait très plaisir de t'avoir. On est avec Fabien, le directeur de l'école, et Nathan, le directeur pédagogique. Et, euh, et on était très impatients de te recevoir après la super masterclass. Et d'ailleurs, on en reparlera pendant notre échange avec Fabien. Alors, pour introduire rapidement, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on a lancé ces Talks of Fame avec la BBS dans l'espoir de justement partager différents témoignages d'entrepreneurs pour montrer que chacun a son histoire et qu'on peut s'identifier et que c'est accessible avec une certaine abnégation et ingéniosité que d'ailleurs Nicolas, hier soir, t'a crédité. Et du coup, pour commencer, Eric, comme je te disais, le fil rouge va être constitué plutôt autour de ta vie pré-entrepreneuriale. Moi, personnellement, j'ai vraiment envie de comprendre ok. comment c'était l'enfance en Sologne, qu'est-ce qui t'inspirait, qu'est-ce que vous faisiez et qui t'a amené à devenir ou avoir une sensibilité entrepreneuriale. Nous parler évidemment de tes différentes, tes différentes expériences, mais surtout Ledger et Coinhouse. Et puis, ce qui te tient à cœur aujourd'hui. On te voit à la télé, on te voit lancer des écoles, des incubateurs, écrire des livres. Euh, et, euh, et je pense que c'est intéressant que tu nous expliques un petit peu avec tes mots pourquoi tu fais ça et qu'est-ce qui te tient à cœur. Et voilà, et peut-être qu'à la fin, on aura quelques questions des gens qui sont en live. Et évidemment, on leur passera un petit peu le, le, le micro. Du coup, Eric, Yes. raconte-nous tout. où, où toute l'histoire a commencé. L'histoire, elle a commencé à Boulogne-Billancourt, vu que je suis né là-bas, mais assez rapidement, je me suis retrouvé à côté de Vierzon, entre le Berry et la Sologne, d'où est originaire la famille du côté de mon père. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais petit, j'avais un souffle au cœur et allant d'hôpitaux en hôpitaux, un jour, les médecins ont dit à ma mère, bah écoute, écoutez, ce serait bien s'il était au grand air, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais il faut mieux privilégier la campagne. Et donc, ma mère a décidé de déménager, de quitter Intéressant. Paris. Et on s'est retrouvé à la campagne et j'ai passé donc toute mon enfance à côté de Vierzon, hein, du CP jusqu'à la troisième. Et Bilal, qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, j'allais prendre des notes. Ok. Tu m'as perturbé là avec tous tes bruits de beatboxer là. Et donc j'étais là-bas pendant toute mon enfance. Et en fait, la journée, qu'est-ce que je faisais? Je passais surtout du temps à faire du Lego. Enfin, le Lego, c'est une passion qui m'a pas quitté, hein, puisque voilà, il y a un magnifique Titanic derrière. Et je jouais dans la forêt, dehors, monter des cabanes. Et en réalité, il y a eu un moment un peu qui a tout changé pour moi. C'est quand j'avais une dizaine d'années que j'ai découvert pour la première fois un ordinateur chez un ami. C'était un Thomson TO770, hein, vraiment les tout premiers ordinateurs personnels. Il y avait le basique, on pouvait programmer, on pouvait dessiner avec un crayon optique. Et moi, ça m'a complètement fasciné. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que je voulais vraiment avoir un ordinateur et consacrer ma vie à ça parce que je trouve j'étais fasciné par l'impact que cela pouvait avoir par le fait de pouvoir créer des univers sans limite. Et donc, j'ai fait moins de construction de cabanes dans les arbres et beaucoup plus de temps passé dans ma chambre à programmer. Et je me suis dit que j'allais faire des études pour comprendre les ordinateurs. Et c'est ce qui m'a donné la motivation et l'envie de devenir ingénieur. Puisque en fait, moi, quand j'étais petit, ce que je voulais, c'était vraiment comprendre les ordinateurs. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur en microélectronique parce que c'était ce qui me passionnait, vraiment comprendre les microprocesseurs, comprendre l'architecture des ordinateurs. Et donc, j'ai plutôt passé mon enfance à faire ça. Pas forcément à vouloir devenir entrepreneur, parce que je savais pas ce que ça voulait dire, hein. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui construit des maisons. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc, on n'avait pas trop la vibe, même si mon père, en fait, était chef d'entreprise industrielle, puisque
Du côté de mon père, on avait une entreprise de porcelaine de Sologne, qui était passée de père en fils depuis mon arrière-grand-père Marc Larchevêque. Mais quand c'est arrivé à mon père, à la fin des années 80, ça a périclité parce que le marché s'est retourné, ça a été très difficile. Et donc l'aventure s'est arrêtée, l'usine a été rasée, enfin ça s'est terminé un petit peu, ça s'est assez mal terminé. Euh, et euh, mais en tout cas, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment de l'informatique, comprendre les ordinateurs. Et c'était surtout ça qui me motivait et qui était au centre de mes préoccupations quand j'étais plus jeune. Ok. Et donc ça, c'était jusqu'à quoi, la troisième? Ouais, c'est Tu disais, après, tu es revenu sur Paris? Après, je suis revenu à Paris pour le lycée, puisque voilà, être à la campagne, c'était bien, mais mes parents, de toute façon, après, se sont dit, on va retourner à Paris. Et donc là, j'ai fait mon lycée dans un lycée du 7e arrondissement. Lycée Mallarmé, donc j'ai fait seconde, première, terminale. Bon, j'étais pas forcément un très bon élève, hein, dois faire ses preuves au bac, mais comme je voulais intégrer une école d'ingénieurs qui était l'Essier, qui est à Marne-la-Vallée, qui était surtout connu pour avoir un laboratoire de microélectronique, de vraiment graver sur du silicium des puces. C'était vraiment la seule école quasiment au monde qui proposait ça. J'étais motivé, donc il y avait un concours, j'ai passé le concours, j'ai réussi à être à être reçu et ensuite il fallait que j'ai le bac avec mention pour pouvoir être vraiment pris dans l'école. Et donc j'ai eu 12,01. J'ai vraiment fait le max, vraiment ce qu'il fallait pour réussir. Mais voilà, j'ai fait l'impasse en histoire géo, j'ai eu 0. J'ai fait l'impasse en biologie, j'ai eu 0. C'est simplement grâce aux maths, au physique et à la philosophie, dans lequel je suis pas trop mauvais, que j'ai réussi à obtenir ma mention. Mais sinon, voilà, j'étais loin d'être un élève extrêmement brillant parce que enfin, je faisais uniquement ce qui m'intéressait, je faisais tout d'un point de vue très pragmatique pour obtenir mes résultats, mais sans en faire plus. Et dès que j'avais du temps, bon bah là, je bricolais sur l'ordinateur, je programmais, je faisais, voilà, Qu'est-ce que tu je faisais des programmais? affaires. Oh bah, je programmais des jeux, je programmais des outils pour programmer. J'avais des projets comme ça qui étaient plus des projets personnels qui n'avaient pas vraiment ni d'ampleur ni d'utilité vraiment réelle en dehors de mon petit univers. Des Mais bidouilles. ça m'occupait, quoi. Il y C'est avait ton derrière côté zéro MacGyver. business. Comment? Je dis, c'est ton côté MacGyver. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il y avait zéro business. J'ai commencé, enfin, mes premiers business, je les ai commencés au lycée, un peu à voir avec l'informatique d'une certaine façon, puisque je revendais des jeux pirates. Enfin, je pense comme beaucoup de monde hein, à l'époque. Donc, on copiait des jeux, puis on les revendait. Et donc, c'est comme ça que je faisais un petit peu d'argent de poche. Donc, j'avais compris assez jeune quand même qu'on pouvait se débrouiller. Pour avoir de l'argent, il fallait se bouger et trouver des idées et puis les mettre en place. Et donc, c'est ce que j'avais commencé à faire. Et du coup, une fois que tu es diplômé, qu'est-ce que tu te dis? Diplômé de l'Essier. Ouais. Alors, en fait, avant d'être diplômé, il s'en est passé des choses qui m'ont amené sur le parcours un peu entrepreneurial, puisque les 2 premières années, j'ai quand même travaillé de manière assez sérieuse parce que je voulais pas me faire virer. Mais une fois que j'ai compris que ça allait maintenant, que j'allais pouvoir aller au bout, là, j'ai commencé un petit peu à lâcher et m'occuper de mes projets personnels. Et à cette époque, je m'intéressais beaucoup plus à l'électronique. Et donc, j'ai monté un laboratoire d'électronique dans ma chambre d'étudiant. Et donc, on faisait des circuits. Genre faire une alarme pour une voiture, un régulateur d'essuie-glace, un amplificateur audio, enfin bref, tout un tas de trucs. Ok. Et, euh, et je travaillais avec mon binôme Laurent, qui était aussi à l'école, et on bossait ensemble. Et un jour, on a eu l'idée, enfin c'est lui qui a eu l'idée de proposer à un journal qui publiait des articles d'électronique de devenir pigiste pour eux. Donc on a lancé cette activité, on écrivait des articles, donc on faisait des montages et puis on faisait les articles qui expliquaient comment ça fonctionnait, avec les photos, toutes les étapes pour réaliser le truc. Le tuto, Donc quoi. voilà, les tutos, et donc on a publié une cinquantaine d'articles. On a commencé un peu à rentrer dans un monde professionnel comme ça, puisqu'en gros on était pigiste un peu freelance d'une certaine façon. Donc ça c'était en 1994, 95. Et on a continué à faire ça. Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a écrit un bouquin technique qui s'est pas trop mal vendu. On a gagné un petit peu d'argent. Et lors de mon dernière année, là où je faisais mon stage d'ingénieur, donc j'ai fait un stage d'ingénieur chez Philips Semiconductors, donc une grande entreprise
Philips, qui a généré chez moi un peu une sorte de choc culturel, puisque je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne pouvais pas du tout fonctionner normalement dans un grand groupe, me sentir être un engrenage dans une énorme machine dont je ne voyais ni le début ni la fin. Enfin, je travaillais sur la télévision numérique terrestre qui a été commercialisée, je pense, 12 ans après la fin de mon stage. Donc, on travaille sur des trucs dont on ne comprenait rien. Et donc, je me suis dit, mais je pourrais jamais bosser dans un grand groupe, c'est pas possible, c'est horrible. J'avais envie de me pendre. Et je me suis dit, même, je suis bien embêté parce que j'ai un diplôme qui ne me permet que de travailler dans des grands groupes parce que la microélectronique, c'est pas un truc de start-up. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de start-up de toute façon, mais il fallait vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir être utile en tant qu'ingénieur sur ce type de marché. Et donc, je me suis dit, faut que je trouve un truc à faire. Vu qu'on s'était un peu débrouillé avant, qu'on avait quelques contacts, c'était le début d'Internet, là, on est en 1996. Et donc là, je me suis dit, tiens, on va pouvoir proposer un site Internet à l'éditeur avec qui on travaillait, qui publiait en fait les différents journaux techniques. Et finalement, ça nous a emmené à créer une entreprise. Et c'est comme ça que j'ai mis vraiment les premiers pas dans l'entrepreneuriat. C'était plus par rejet du monde du travail classique que par une envie d'être entrepreneur, en tout cas jeune, parce que je savais pas trop que ça existait. Enfin, je m'étais pas trop posé la question. Mais je pense que initialement, ça vient de toute façon d'une envie très profonde chez moi qui est attachée à la liberté, de faire ce que je veux, ce que j'ai envie. J'ai tout le temps eu un peu ce caractère de faire les choses que je veux, et quand il y a pas de trucs qui m'intéressent pas, bon, des fois il faut les faire parce qu'on n'a pas le choix, ça permet d'aller là où on veut aller, mais je m'arrangeais toujours sinon pour privilégier en fait ce qui m'intéressait. Et j'ai vu dans l'entrepreneuriat la capacité de faire ce que je voulais, et c'est surtout ça, je pense, qui m'a séduit, et c'est surtout ce caractère-là qui m'a prédestiné à l'entrepreneuriat plutôt que je sais pas, une passion pour avoir un impact dans le monde. Enfin, là-bas, c'était vraiment la liberté et faire ce que je veux, quoi. Ouais, mais après, tout le monde veut la liberté et faire ce qu'il veut. Ah non, mais Il il y n'a en a, pas ils forcément sont. les Il y en a, moyens. ils prennent leur liberté en bossant la journée parce que ça les dérange pas plus que ça. Et je pense que la plupart des salariés, en fait, bien sûr qu'ils ont envie de faire, enfin, ils ont envie de liberté, mais je pense pas qu'elle soit aussi développée et aussi intense, parce que sinon, ils pourraient pas supporter d'être salariés. Donc, je pense qu'on a un degré plus ou moins fort, en fait, de besoin de liberté qui va aller s'exprimer. Enfin, chez moi, ça s'exprimait de façon assez radicale, hein, d'une certaine manière. J'ai toujours été aussi un peu iconoclaste à côté du système. Je faisais mes ventes de logiciels pirates. Ensuite, je vendais j'en ai pas parlé, mais je vendais des décodeurs Canal+ pirates. J'avais monté un business avec ça. J'ai piraté le réseau de l'école. Je me suis fait choper. J'étais condamné aux travaux forcés dans l'école. Quand j'ai fait mon service militaire, j'ai fait sauter le laboratoire pour éviter de rendre en fait ce que j'étais censé faire pendant 1 an. En fait, j'avais rien foutu, j'avais bossé pour moi. Donc, quand j'ai dû rendre ce que j'aurais dû faire, j'ai fait sauter le laboratoire pour faire croire à un sabotage. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu un peu quand même une vision assez extrême de la liberté, de faire passer mon envie avant certaines responsabilités. Donc, voilà, ça dénote un côté un peu iconoclaste et libertarien. Et c'est pas très étonnant que je me sois retrouvé à la fin dans le Bitcoin. Et à part la personne qui t'a présenté le premier ordinateur que tu as vu, qui est-ce que tu considères comme des mentors, des personnes qui t'ont inspiré? C'est très simple, personne. Absolument personne. Quand je me suis entre guillemets construit et que j'ai commencé à faire mes trucs, à programmer, et puis ensuite à construire ma boîte, il n'y avait pas de mentor, il n'y avait pas d'inspiration particulière. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais eu une personne qui t'a inspiré que, Non, alors monter des boîtes et faire des décodeurs pirates, c'est pas la même chose que lever des dizaines de millions. Ouais, mais alors après, quand j'ai commencé vraiment à me développer dans l'entrepreneuriat, après, bien sûr qu'il y a des figures, des gens comme Steve Jobs, Elon Musk, quand tu vois ce qu'ils font, tu dis, ah ouais, quand même. Mais c'est une sorte d'inspiration un petit peu théorique parce que
Tu vois, tu vas pas te dire, je me suis jamais dit, je vais être Steve Jobs ou Elon Musk, tu vois, parce que c'est pas, enfin, c'est pas Non, de bien sens, sûr. tu vois. Oui, oui, je sais pas. Mais, Enfin, mais en tout plus cas, de j'ai gens que pas tu as eu de, côtoyés. voilà, en gens que j'ai pu côtoyer, non, j'ai pas eu de mentor ou de personnes qui m'auraient aidé. C'est parce que je pense que quand j'ai commencé à l'époque, ça n'existait pas. Tu vois, alors je dis pas qu'il y en avait pas, mais tu vois, il y a peut-être Bernard Tapie en France, mais sinon, t'avais pas de bouquin de développement personnel, t'avais pas de bouquin sur l'entrepreneuriat, t'avais rien. Tu vois, t'avais pas les réseaux sociaux. Donc en fait, tu étais tout seul, tu te débrouillais. Et puis dans mon entourage, bah, personne n'était entrepreneur ou je connaissais personne qui avait fait quelque chose et qui avait réussi en plus dans le domaine de la tech et du digital. Et, euh, et donc, je me suis pas créé avec cette envie et cette notion d'avoir un mentor. Et donc, comme je me suis construit comme ça, après, bah, ça m'a jamais manqué. J'ai jamais recherché d'avoir un mentor ou des gens, et non pas parce que je pense que ça sert à rien. C'est juste que je me suis construit comme ça. Comment est-ce que tu as rencontré Thomas France? Parce que ton histoire dans la crypto a un peu commencé avec Thomas, non? Oui, alors Thomas, c'est en 2010 lorsque j'ai créé Prixing, qui était un comparateur de prix. Donc ça, c'était enfin, une start-up. Voilà, enfin, j'avais fait plein de trucs avant, mais bref, j'avais été joueur de poker, je faisais championnat du monde, championnat d'Europe, puis j'étais une crise en fait d'existence en me disant en fait, je veux pas me définir par le jeu de cartes, j'ai envie de faire quelque chose de plus impactant dans ma vie. Donc je suis rentré en France et j'ai lancé Prixing, et c'est à ce moment-là où j'ai cherché un cofondateur. Je suis tombé sur Thomas, il était dans des apéros entrepreneurs, ce genre d'événement de la French Tech. Il était consultant au BCG, et on s'est bien entendu. Il a démissionné, il a rejoint Prixing en tant qu'associé, on a levé des fonds, on a fait ça pendant 3 ans, et en 2013, en gros, on a fait le constat que la boîte, même si elle se développait, que ça allait pas trop mal, on n'arriverait pas à en faire un grand succès, et donc on a décidé de l'acheter à la poubelle et pour rebooter sur quelque chose de nouveau. Et c'est dans ce contexte, ayant du temps, de la perspective et la capacité de regarder un petit peu autour de moi, que j'ai découvert le Bitcoin. Et donc, Alors découvrant le attends, faisons une Bitcoin, pause. ouais, ouais, Parce que j'avais oublié l'épisode joueur de poker. ok. Explique-nous cet aparté, s'il te plaît. Oui, alors ça a commencé, je pense, en 2008. J'ai habité à Riga, en Lettonie. Je construisais un hôtel, je développais un hôtel qui s'appelle Dodo Hotel, qui existe toujours. Et pendant, je regardais la peinture sécher, bah, je m'ennuyais, et donc je commençais à traîner le soir dans les rues de Riga. Et il y a beaucoup de casinos à Riga. Et un jour, par hasard, je me suis assis à une table il y avait un tournoi de poker, et je connaissais pas les règles. Je connaissais la valeur des cartes, les trucs vraiment hyper basiques, mais j'avais jamais joué au Hold'em, la variante du poker qui était jouée en tournoi. Et j'ai fait n'importe quoi. Et il y avait une cinquantaine de joueurs. Et j'ai remporté le tournoi en faisant vraiment mais n'importe quoi. J'ai mis des horreurs à tout le monde. Enfin, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai gagné, je sais pas, 1 000 euros. Enfin, c'était un petit truc. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est super, c'est génial et tout. Je suis trop fort au poker. Et j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, j'ai commencé à jouer vraiment. Et donc, évidemment, je me suis fait laminer. Et pendant des semaines et des semaines et des mois, je me faisais complètement défoncer parce qu'en fait, j'étais nul. Mais j'étais piqué par le jeu. J'ai commencé à lire plein de bouquins, à théoriser les trucs. Ça m'a vachement intéressé parce que je trouve que le poker, c'est vraiment une allégorie de la vie. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à avoir des résultats. Un jour, je me suis qualifié pour des Masters d'Amsterdam, qui fait partie du circuit international. Il y avait voilà, j'ai joué pendant 3 jours, je me suis bien débrouillé. J'ai terminé 6e du tournoi. Donc, ça m'a un petit peu mis en avant. Et puis après, je me suis qualifié pour les championnats d'Europe. J'ai terminé 6e à Copenhague, 7e en Irlande. Et pendant ce Euh, temps-là, tu faisais que ça. Ouais, enfin, je continuais de développer l'hôtel, mais c'est de l'immobilier. Franchement, c'est un peu un truc de teubé, quoi. Donc, ça, je veux dire, t'as du temps, quoi. Tu vois, tu regardes tu peux pas aller plus vite que la musique, tu peux pas bosser toute la nuit, tu vas pas aller plus vite. Euh, et, euh, et donc, j'avais du temps et je faisais à côté le poker. Et puis voilà, je me suis mis là-dedans. À un moment, j'étais classé 3e joueur français. Et oui, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Oui, j'ai rencontré Patrick Bruel. Et puis, bah, j'ai continué comme ça. Puis à un moment, je suis arrivé quand même à un doute sur le sens de ma vie. Je me suis dit, j'ai pas envie d'expliquer à mes enfants que je joue aux cartes. J'ai besoin de construire, d'être dans le tangible et pas juste
servir à rien, quoi. Je pense que je me suis dit, je voulais que mon existence ait du sens. Et donc, c'est pour ça que je suis retourné en France, à Paris. J'ai lancé, je me suis dit, allez, on se lance dans la start-up à nouveau en 2010. C'était là où il y avait les applications mobiles qui commençaient à rebattre les cartes. Ça changeait un petit peu. Il se passait quelque chose. Ça a mis 10 ans après la crise de l'an 2000. Et donc, voilà, Prixing. Vous avez voyagé un peu en Silicon Valley? Ouais, un peu, mais moi j'ai jamais été un atlantiste. J'aime pas San Francisco, j'aime pas la Californie. Les Américains ils m'énervent. Donc oui, bien sûr, j'y suis allé. Je suis allé pas mal aux US, mais quand j'ai vécu 10 ans à l'étranger, mais c'était plutôt dans les pays de l'Est et pas aux États-Unis, quoi. Donc, Ok. Et donc du coup, avec Thomas, vous décidez de planter la première boîte, vous en relancez une nouvelle? ouais, c'est ça. On décide on se Parce que, débarrasse alors, de. attends, Ouais. Nicolas, hier, il nous a parlé d'une boîte qui t'avait aidé à vendre et que c'était un peu comme ça que vous vous étiez rencontrés ou noués d'amitié. Alors, pas exactement, puisqu'en fait, avec Thomas, on s'est rencontrés quand on a créé Prixing. Et ce qui s'est passé, je pense que l'anecdote à laquelle fait référence Nicolas, c'est que donc en 2013, on se dit, on va jeter Prixing à la poubelle, hein, donc notre boîte de l'époque, et on avait quand même levé 1,5 million d'euros dessus. Donc on avait des investisseurs, et quand on parle à l'investisseur, il nous dit, attendez, vous êtes gentil, mais je sais pas, essayez au moins de le vendre, de vendre les actifs. Et on a regardé, on s'est dit, ouais, les actifs, putain, ça vaut 100 000 balles à tout péter. On s'est dit, bon, on va essayer de vendre. Alors, on a essayé de vendre, machin, ça intéressait personne. Ou ceux que ça intéressait, ils disaient, on va racheter ça à 10 000 balles. Et jusqu'au jour, on croise la route d'une boîte qui est cotée en bourse, qui s'appelle Aiko Data, qui est dans la conso, dans le même univers que nous, hein, tu vois, les produits de grande consommation, Carrefour, Intermarché, enfin, nous, on était dans cet univers. Et on leur dit, bah voilà, on veut vendre Prixing, tous les actifs, est-ce que ça vous intéresse? Ils disent, ah bah ouais, justement, on a un board, enfin un conseil d'administration, venez présenter. Donc on arrive avec Thomas là-bas et alors attends, hop, on arrive avec Thomas là-bas et il y a tout le monde et on commence à pitcher un petit peu Prixing. Et donc voilà, je dis voilà, Prixing, on a 1 million de téléchargements, on a ceci, on a cela. Puis à un moment, il y a un mec qui m'arrête, il dit ah, je dis bah, attends, qu'est-ce qu'il me veut? Il dit ouais, non, mais Prixing, non, mais c'est bon, on a compris, on connaît. Non, la vraie question, c'est est-ce qu'on aura les moyens de vous racheter? Alors, en matière de négo, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu ça. Et là, Thomas freeze, je freeze, et là, je me dis, OK, et je réponds, bah écoutez, vous avez raison, on va pas trop se poser de questions. Voilà, vous prenez les actifs, machin bidule, on fait un deal hyper simple, 1 million d'euros là tout de suite, et on n'en parle plus. Et là, allez, banco, c'est fait. Donc, sur un gros malentendu, on a vendu 1 million d'euros en fait les actifs, et donc on s'est retrouvé avec de l'argent, mais plus de projet. Et c'est à ce moment-là où moi je m'intéresse au Bitcoin, qu'avec Thomas on réfléchit à ce qu'on pourrait faire, mais on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on fait un échange? Est-ce qu'on fait un wallet? Est-ce qu'on fait un protocole? Est-ce qu'on fait un altcoin? On n'arrive pas à trouver, on bricole des trucs, on fait du mining, machin, mais bon, c'est rigolo. Et donc, on n'a pas d'idée. Et à un moment, je me dis, bah, je vais transformer cette absence d'idée en un projet. On va ouvrir un lieu physique qui s'appelle la Maison du Bitcoin, un nom bien désuet, mais pour rassurer, parce qu'à l'époque, tout le monde flippait à mort autour du Bitcoin. Et on va juste faire venir du monde on verra bien, quoi. Donc il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas de business model. La seule chose qu'on espérait, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, et surtout qu'il allait se passer quelque chose. Donc on a investi pas mal de pognon pour reprendre le bail en fait d'un magasin, de le complètement le retaper pour ouvrir la maison du Bitcoin qui a ouvert voilà, mi-2014. Et on a fait venir du monde, on l'a un peu secoué, on s'est dit ça va être un générateur d'opportunités. Et c'est comme ça qu'on a croisé la route de Nicolas Baca et puis Joël Pobeda et tous les autres, avec qui finalement on décidera de créer Ledger quelques semaines plus tard. Donc ça a été un peu un pari sur l'avenir, un pari de générer des opportunités. Et ça a fonctionné puisque on s'est croisés, on a vu qu'on partageait la même vision que l'écosystème crypto aurait besoin de sécurité, que ça se basait sur la carte à puce, que ça tombait bien que la carte à puce c'est une technologie française, qu'on avait un gars qui maîtrisait ça à mort, on avait d'autres gars qui maîtrisaient le produit. Et donc on a fusionné
toutes nos entreprises, et c'est comme ça qu'on a créé Ledger à 8 personnes, à peu près mi-2014. En fait, tout est allé assez vite dès qu'on a ouvert la maison du Bitcoin. C'est dingue comment vous avez réussi à vous aligner à 8. Bah, ça a été assez simple. On s'est réunis un samedi matin dans la maison du Bitcoin. On était 8. Et donc, j'ai exposé la vision en disant voilà, qu'on on s'entendait bien, qu'on partageait la même vision et que là, il y avait l'opportunité de créer une entreprise qui pourrait avoir un impact au niveau mondial en résolvant un vrai problème. Et donc, j'ai proposé qu'on fusionne les 3 boîtes et j'ai dit à chacun, en fait, quel serait leur rôle, ce qu'ils feraient, quels étaient le rôle dans la boîte, quels seraient un peu les pourcentages. On s'est mis d'accord en fait assez vite là-dessus parce que je pense que tout le monde était aligné et tout le monde s'est rangé derrière l'idée de créer Ledger. Donc sur le papier, avoir 3 boîtes, 3 cultures d'entreprise, 3 CEO pour fusionner, pour qu'il ne reste plus qu'un, normalement c'est dans 100% des cas, c'est la catastrophe assurée. Mais là, ça a fonctionné, il y a eu une espèce de potion magique qui a aligné tout le monde et on a déroulé ensuite pendant des années cette vision-là et on s'est toujours bien entendu et il n'y a jamais eu le moindre désalignement entre fondateurs depuis cette rencontre fondatrice pour Ledger. C'est assez impressionnant. Mais après, parce qu'il y a parmi ces 8 personnes, tout le monde n'est pas aussi connu. J'ai envie de dire, à la limite, les plus connus, c'est toi et Nicolas Bacca. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Thomas France, maintenant, il a son fonds qui s'appelle Cini Capital. Et lui, il est toujours à San Francisco parce qu'il était parti assez tôt pour ouvrir la branche américaine de Ledger. Nicolas, bon voilà, on en avait parlé. Il y a Olivier Thomas et Cédric Ménil qui sont en fait un peu les brutes de crypto et de hardware, mais ils font du consulting, ils ont leurs projets, ils continuent de faire des trucs un petit peu dans l'écosystème ou à côté. Ensuite, il y avait Joël Pobeda qui avait fait Chronocoin, qui était la boîte plutôt produit, qui était à Vierzon. Donc aujourd'hui, il a vendu une grosse partie de ses parts chez Ledger et donc il est plutôt sur un voilier quelque part, je sais pas, entre quelques îles qu'il a dû racheter. Et il y a David Ballan qui lui en fait continue de bricoler, il fait toujours de la tech, donc il investit aussi dans des boîtes. Et puis la dernière c'est Vanessa Rabessandratana qui elle, je crois, travaille dans la com, dans des boîtes en fait liées à la culture parce que c'était son premier amour. Donc voilà, tout le monde continue à vivre sa petite vie, mais à quel moment ils sont partis globalement? Ils sont tous partis après que je sois parti en fait. Pas immédiatement, hein, mais en gros, moi j'ai quitté en 2019 et ça a un peu précipité là le départ de tous les cofondateurs. Donc il y en a qui sont restés un peu plus longtemps. Celui qui est resté le plus longtemps, c'est Nicolas, hein, qui est parti il y a pas très longtemps. Mais une fois que j'étais parti et que l'entreprise n'était plus la même et donc il y avait plus les mêmes alignements, il y avait plus la même culture. Enfin et si ni moins bon ni meilleur, c'était juste différent. Et je pense que les fondateurs, se sont pas retrouvés dans le nouveau management et ont préféré partir. Ok, très clair. Et c'est quoi la différence, ou l'une des boîtes où toi vous étiez avec Thomas, c'était la maison du Bitcoin qui a fusionné dans Ledger ou qui a donné Ledger. Il y avait donc Prixing. En fait, j'ai créé Prixing en 2010. Donc j'ai levé des fonds. On a revendu les actifs. Prixing est devenu la maison du Bitcoin, donc c'est la même société qui ensuite est devenue Ledger. Donc si on regarde sur Papers Ledger, on s'aperçoit que ça a été créé en 2010, alors que finalement la boîte a été créée en 2014. Donc il y a toute une equity story. Et donc c'est assez drôle parce qu'il y avait des associés avant la maison du Bitcoin qui étaient de l'ordre de Prixing, etc. Et quand on leur a dit qu'on allait utiliser l'argent pour ouvrir la maison du Bitcoin, ils se sont tous éjectés de la cap table en mode rachetez-moi à 1 centime, on veut pas rester là-dedans. Et donc ils se sont jetés sous les roues du train, ils se sont fait broyer
Et nous, en fait, on a racheté les actions pour que dalle, parce que ils voulaient absolument pas être dans le Bitcoin. Il y en a un seul qui est resté, un luxembourgeois qui avait investi dans Prixing, un peu comme ça. Et donc lui il est devenu millionnaire, parce que lui, il n'est pas parti, quoi. Mais les autres, ils se sont tous suicidés, quoi. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Et alors, laisse-moi réfléchir où est-ce qu'on en est. Un an, je passe. Non, 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 mais j'allais dire, comment tu trouves Ledger aujourd'hui? Passe. Ah, ok. Non, bah alors, jumpons dans ce qui t'occupe aujourd'hui. Ouais. Il y a pas mal d'activités. Commençons un petit peu par la partie éducative, peut-être. Donc, explique-nous un peu les prémices de ton école, pourquoi Vierzon. Oui, alors Vierzon, donc c'est un peu le berceau familial que j'avais quitté pour plus jamais y revenir, mais le destin m'y a ramené puisque une des 3 entreprises avec qui on a fusionné pour créer Ledger, dont je parlais tout à l'heure, était située à Vierzon par un hasard total, hein. Et donc forcément, quand on a développé Ledger, on est resté à Vierzon et là-bas après on a construit une usine qui fait tout la logistique, La la chaîne de partie production. flash de production. Voilà, merci. Et et puis, ça s'est développé. Moi, quand j'ai quitté Ledger, j'ai quitté Paris, je me suis réinstallé dans ma région. Donc là, j'habite à côté de Vierzon, hein, en Sologne. Et donc, il y a à ce moment-là, j'ai croisé la route d'un gars qui s'appelle Franck Janin, qui voulait ouvrir une école, qui réfléchissait où le faire, qui disait pourquoi pas le faire à Vierzon, vu qu'il y a Ledger, c'était une école de développeurs. Et moi, la grande difficulté que j'ai eue en tant qu'entrepreneur un peu toute ma vie dans la tech, c'était de recruter des développeurs. Il n'y a pas assez de bons développeurs. Et donc, une bonne manière de créer de bons développeurs, c'est de faire une école. Et la grande difficulté des écoles, c'est que quand le modèle marche, en fait, c'est de s'agrandir et de trouver en fait des locaux de plus en plus grands. Donc on s'est dit pourquoi pas faire ça à Vierzon. Il y a une dynamique du marché, il y a la présence de Ledger qui rajoute de la légitimité. On est quand même au cœur de plusieurs autoroutes. Il y a le train. La vie, c'est pas que Paris, hein, on peut créer d'autres centres de gravité. Et donc on a fait le pari d'ouvrir AlgoSup, qui est donc une école de développeurs en 5 ans. Après le bac, qui forment des développeurs généralistes de très haut niveau qui auront pour vocation de devenir VP Engineering, CTO, etc. Et c'est une école qui est entièrement en anglais. Donc ça a été la première étape en fait vers l'éducation. L'autre constat que j'avais fait via Ledger, c'est que on avait recruté pas mal de monde à Ledger, hein, à Vierzon, bien sûr, mais il y avait un problème, c'est qu'ils parlaient mal anglais. Et donc, ils ont connu un certain plafond de verre chez Ledger, puisqu'on était une entreprise internationale, hein, tout est en anglais. Donc, si tu parles pas anglais chez Ledger, tu peux pas faire grand-chose en réalité. Et donc, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que y a des gars, ils n'ont pas eu la chance d'apprendre anglais et ils sont peut-être bons, mais là, c'est compliqué pour eux. Et donc, quand Ledger a bien fonctionné et qu'on a eu un peu notre succès, j'ai investi une partie de mon patrimoine en fait dans un fonds de dotation qui s'appelle le fonds Eric et Yvetta Larchevêque. Yvetta, c'est ma femme, pour pouvoir développer et investir dans des projets éducatifs locaux, hein, donc autour de Vierzon et dans la région, que ce soit pour l'anglais. Donc, on a financé des professeurs pour que dans une école, ils puissent, dès la maternelle, ajouter de l'anglais pour faire une école bilingue. On finance aussi des ateliers autour de la culture scientifique, les maths, la physique, ce qu'on veut créer des vocations et que les jeunes aussi puissent découvrir des nouveaux métiers. Donc ça, c'est ce que je fais avec mon fonds de dotation. Et puis ensuite, le dernier élément qui est plus lié à l'entrepreneuriat, c'est que donc j'ai fait pas mal d'investissements en tant que business angel, qui peut être mon associé, etc. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que j'aime bien, c'est pas tellement investir pour faire du profit et du retour, hein, parce qu'en réalité, pour ça, il y a le Bitcoin et tu trouveras jamais mieux. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre des aventures par procuration, c'est d'accompagner des entrepreneurs, c'est de les aider à franchir des étapes, à résoudre leurs problématiques. Et quand j'ai développé mon domaine en Sologne, là où je suis maintenant, et que j'ai vraiment investi, que j'ai fait un beau truc, je me suis dit, j'ai quand même besoin d'avoir une activité pour équilibrer les comptes du domaine.
En même temps, je me disais, bah tiens, j'ai envie de faire de la transmission, et donc je me suis dit que j'allais dédier une partie du domaine aux entrepreneurs, et donc j'anime depuis presque un an maintenant des masterclass au domaine, qui sont des séjours avec de l'accompagnement pour aider les entrepreneurs à se développer, à passer des caps et accélérer leur business. Voilà. Et c'est aujourd'hui effectivement ma plus grande activité, c'est ça, c'est d'être dans la transmission, l'accompagnement et le mentorat d'entrepreneurs. Moi qui n'ai jamais eu de mentor, finalement, je deviens le mentor d'un certain nombre d'entrepreneurs, parce que je trouve ça hyper intéressant et un vrai challenge que j'adore relever. Tu as parlé de recrutement justement dans Ledger. Il y a une question importante qui me vient en tête, et le recrutement est une partie importante de l'entrepreneuriat. Quel est le facteur qui faisait la différence pour toi chez les recrues? C'était en fait l'adhésion aux valeurs de Ledger. Disons que on essayait avant tout de recruter des personnes qui étaient compatibles avec nos valeurs, et pas forcément recruter la personne qui était la plus dingue en termes de tech, parce que les divas tech, c'est souvent assez toxique. Alors parfois, tu n'as pas le choix, t'en prends une, t'en prends deux, parce que tu as besoin d'avancer. Mais quand tu as une entreprise qui est en forte croissance, tu as besoin d'avoir du travail d'équipe, tu as besoin d'avoir une organisation, tu as besoin en fait d'avoir quand même un système qui fonctionne. Et donc, c'est pas forcément les meilleurs éléments, toujours les meilleurs des meilleurs que tu vas prendre, mais ceux qui fonctionnent le mieux en équipe par rapport aux valeurs de l'entreprise. Donc, je dirais que c'était quand même ça l'axe qui était important. Et en tout cas, à mon époque, pour être recruté chez Ledger, il y avait pas mal d'entretiens, genre 6 ou 7. Et au-delà de la partie tech, parce que évidemment, il y avait des tests, enfin, on était quand même évidemment très exigeant au niveau de la qualité technique des ingénieurs que l'on recrutait. Il y avait beaucoup en fait de savoir-être, et de valider que c'était quelqu'un, des personnes qui pourraient bien travailler chez Ledger, parce que sinon c'était trop risqué, trop dangereux en fait de créer des équipes qui fonctionnent pas ensemble, ou des environnements toxiques de travail qui détruisent énormément de valeur. Et pour ça, vous avez fait plutôt un bon boulot, parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que je côtoie des gens de Ledger, ils sont très investis dans la cause et dans la Oui, il y a un culture très fort de la engagement chez boîte, quoi. Ledger, donc et l'équipe de Ledger a la qualité de fonctionnement de l'équipe de Ledger est le cœur de la réussite de Ledger ensuite, parce que quand tu passes de 200 000 euros de revenus à 40 millions d'euros en un an, tu pètes tout, et donc tu as intérêt à avoir une équipe qui fonctionne et qui est capable d'encaisser. Quels sont les soft skills que tu penses être pertinents pour travailler dans des startups comme Ledger? Clairement, ce sont je pense, l'autonomie, le fait de pouvoir ne pas avoir besoin d'être micromanagé, d'avoir confiance en soi, et d'être capable en fait de se faire confiance et de faire confiance aux autres. Et puis d'avoir en fait la capacité d'avoir envie en fait de s'investir et de vivre une aventure. Disons que sans aller sur le cliché de quand tu es en startup, tu bosses tout le temps, etc., parce que c'est pas vrai. Les soft skills qui sont importantes, c'est des gens qui veulent vivre une aventure, c'est-à-dire qu'ils ont envie de se lever le matin et de se dire putain, je vais passer une super journée, je vais participer à un projet que je trouve intéressant, dont je comprends la finalité, et donc je vais passer une bonne journée. Parce qu'il y a des gens, ils se disent ok, mais moi je m'en fous, je veux juste bosser, et je veux bosser de 9h à 17h, et je veux pas être emmerdé. Donc ça veut pas dire que chez Ledger, les gens ils étaient exploités, qui bossaient tout le temps, parce que c'est pas vrai, c'était pas la manière dont on fonctionne. Mais on veut des personnes en fait qui ont envie de s'investir, et qui ont envie de donner du sens à leur vie, parce que c'est comme ça qu'on crée de l'engagement. Chez Ledger, tout le monde était actionnaire, donc tout le monde a des BSPCE, des stock options, et c'est quelque chose et ça fonctionne si on a derrière des gens qui ont envie de s'investir et qui veulent participer à une aventure. Et donc c'est ça, je pense, les éléments principaux que l'on regardait au-delà des valeurs. Mais bon, de toute façon, c'est lié à ces valeurs dont je parlais tout à l'heure. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une question un peu similaire, mais différente.
quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite faire une transition vers la blockchain et, et le Web3? Tu veux dire en tant qu'un quelqu'un qui bosse, je sais pas, dans une fintech, peu importe, PropTech, Exactement. et qui veut. Ah bah, je pense que le conseil, enfin, c'est déjà, il faut comprendre, enfin, il faut vraiment s'intéresser, je pense, aux cryptoactifs, faut comprendre Bitcoin et, euh, et, et vraiment comprendre les fondamentaux en fait de la double révolution, à la fois technologique et monétaire. Donc, sans devenir un maximaliste ou quelqu'un qui est complètement un libertarien, je pense qu'aller bosser dans ce genre de boîte, ça n'a de sens que si on croit aux vertus de la décentralisation, que l'on croit aux vertus de récupérer le contrôle de la propriété privée, de remettre l'utilisateur en fait au centre des préoccupations de tous les systèmes, de faire un changement de paradigme par rapport à ça. Donc, il, il faut adhérer en fait à ces valeurs universelles de décentralisation, si je puis dire. Parce que si on trouve ça complètement débile, ou si ça nous intéresse pas, enfin pourquoi aller travailler dans une boîte de blockchain? Parce que c'est quand même compliqué. Je parle pas forcément de la partie tech, mais si on veut se tenir au courant des derniers protocoles, de ce qui se passe sur les dernières avancées de staking, de super staking, de machin. Enfin, je veux dire, c'est quand même faut avoir envie d'encaisser tout ça. Et donc, je pense que si on n'est pas passionné par le sujet, ça va être difficile. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas y aller par opportunité, mais y aller par quand même avec un minimum de passion. Et quel rôle tu penses que peut jouer l'éducation ou des boîtes comme la Blockchain Business School? Bah, c'est d'ouvrir, je pense, les yeux sur en fait, on est au-delà d'une technologie pure. Il y a certes la technologie, de dire OK, comment ça marche, qu'est-ce que la cryptographie asymétrique, qu'est-ce que le consensus décentralisé, qu'est-ce qu'un smart contract, c'est quoi Solidity, enfin bon, voilà, tu vois, tu as des éléments très techniques, etc., que tu peux apprendre et qui sont des outils, mais au-delà de ça, je pense que le véritable enjeu, c'est vraiment d'expliquer l'impact sociétal que représente la décentralisation à plein de niveaux. On peut commencer par l'impact monétaire et parler de Bitcoin et tout ce que ça représente. Après, on peut parler des smart contracts et donc de ce que ça veut dire par rapport au Web 3 et sur le fait que l'utilisateur va retrouver le contrôle de sa gouvernance, de ses données. Enfin, on est dans une approche qui est sociale et quasiment philosophique et qui nécessite en plus, pour bien comprendre les enjeux de la blockchain en général, même si j'aime pas trop ce terme, moi je préfère parler de cryptoactifs, bien c'est de comprendre comment fonctionne la monnaie, comment fonctionne la confiance, qu'est-ce qu'un contrat, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est ce que j'adore vraiment dans cet univers, c'est que pour bien comprendre le Bitcoin, par exemple, il faut vraiment comprendre la monnaie. Et je pense que toutes les personnes qui réfutent le Bitcoin en disant ça vaut rien, pourquoi ça vaut plus qu'un machin, enfin, n'ont en réalité pas compris comment fonctionne la monnaie. Parce qu'ils prennent ça pour acquis, ils disent l'argent en fait non, mais il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, dès qu'on tire la ficelle, on se rend compte que c'est juste extraordinaire en fait ce qu'on peut découvrir en dessous. Et je pense que c'est ça un des enjeux de cette notion d'éducation, c'est d'être aussi dans une forme d'éducation sociale, économique et philosophique et politique. All right, all right. Alors, tu as mentionné rapidement la partie investissement et le fait que tu étais un business angel. Je suis d'accord avec toi, évidemment, et c'est un peu la vision qu'on a aussi chez Pirates. On ne fait pas ça que pour le retour sur investissement. On fait ça parce qu'on aime fédérer, se casser la tête sur des produits, hacker des business models et des offres commerciales, et surtout l'aventure humaine qui s'ensuit. Quelles sont quelles sont les qualités que tu aimes voir chez les fondateurs que tu veux backer? L'écoute, l'humilité. Alors, sachant qu'il faut une bonne dose d'ego pour être un fondateur, mais je pense que lorsque je suis dans une position d'analyse pour voir si j'ai envie de suivre une équipe, il faut que cette équipe soit capable de comprendre et de prendre le feedback, parce que la capacité d'écoute, c'est la différence fondamentale entre la persévérance et l'obstination. L'obstination mène à l'échec, la persévérance mène à la réussite. On peut croire que c'est la même chose, mais en fait pas du tout.
Celui qui s'obstine, c'est celui qui continue de faire la même chose en espérant obtenir un résultat différent parce qu'il n'est pas capable de prendre du feedback, de comprendre, d'écouter, de regarder, de voir ce qu'il fait de mal. Quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui va se remettre en question, qui va prendre le feedback et qui va essayer d'autres méthodes. Alors, évidemment, écouter, ça ne veut pas dire que le dernier qui a parlé a raison. Donc, il y a toujours une question d'équilibre. Mais ça, c'est vraiment un élément fondamental pour moi et c'est pour ça que j'essaye toujours de bousculer un petit peu quelqu'un pour voir comment il réagit en situation adverse quand on le challenge, quand on lui dit qu'on n'est pas d'accord, quand on va lui dire quelque chose en fait qui va un petit peu le secouer ou le gêner et on voit comment il se positionne et pour moi c'est un élément fondamental au-delà de toute lecture du marché, du machin, du truc, en termes de soft skills, la capacité d'écoute, elle est, je pense, C'est une un des condition éléments nécessaire. majeurs. Ah ouais, complètement. Je vois très bien ce dont tu parles et c'est clairement l'une des choses que je cite moi aussi. Alors parlons un peu de qui veut être mon associé. Ça fait un peu rêver tout le monde cette émission. Comment tu t'es retrouvé dans qui veut être mon associé sur M6? Comment est-ce que l'ex-CEO d'une boîte crypto se retrouve sur M6? Alors, effectivement, j'avais aucune raison de me retrouver dans qui veut être mon associé, hein. Je vais vous raconter un petit peu cette anecdote de comment je me suis retrouvé dans le casting de l'émission. Donc, qui veut être mon associé, c'est l'adaptation française hein, d'un format qui existe dans le monde entier, Shark Tank, Dragon's Den, qui existe depuis longtemps, plus de 10 ans aux États-Unis, hein. Et il n'y a qu'en France où ce format n'était pas adapté. Pourquoi? Parce qu'aucune chaîne n'était prêt à prendre le risque d'adapter qui veut être mon associé en France parce que on peut pas parler d'argent à la télé, les patrons contre les ouvriers, enfin bon, on peut imaginer tous les clichés un petit peu qui existent là-dessus. Et jusqu'au jour où Nicolas de Taverneau, qui est le patron de M6, a dit OK, je prends le risque et il a un peu forcé ses équipes à prendre le programme et l'acheter à Sony. C'est un format qui appartient à Sony. Donc en 2018 a commencé la production. Et ils ont confié la production à deux personnes, Ombline et Jérémy, qui sont un peu les directeurs artistiques du programme. Et ils ont commencé forcément par chercher des investisseurs pour faire le jury. Et comment ils ont fait? Ils se sont dit, on va reprendre la liste Challenge 500 des fortunes de France, regarder qui sont les entrepreneurs, parce qu'il faut des entrepreneurs qui ont réussi, mais qui ont aussi de l'argent à investir, donc qui ont du cash. Et moi, à ce stade-là de l'histoire, j'ai absolument aucune raison d'être là-dedans, puisque je suis pas du tout dans dans le Fortune 500, et puis j'existe pas quoi. Donc ce qui va se passer, c'est que Pascal Gauthier, qui est aujourd'hui le CEO de Ledger et qui était investisseur chez Ledger initialement, et puis qui en 2018 était le DG de la boîte, entend parler du programme parce que lui, il est un peu plus connecté. Bon, il dit tiens, ça a l'air intéressant. Et donc, il convoque Jérémy et Ombline chez Ledger. Donc, les deux arrivent, ils lui pitchent l'émission. Pascal se dit, ouais, en fait, ça m'intéresse pas trop. Voilà, le programme, il se dit, oh là là, ça a l'air d'être un piège à con. Et donc, ça se termine. Il termine l'entretien et pour meubler, Jérémy, donc un des deux producteurs, demande mais qu'est-ce que c'est Ledger exactement? Et là, Pascal explique ce que c'est, blablabla. Et à un moment, il dit ça a notamment été confondé par Éric Larchevêque. Et là, Jérémy dit mais Éric Larchevêque, mais je le connais, il était joueur de poker. Tu vois, comme quoi dans la vie, tout a un sens. Hein. Et à ce moment-là, je passe devant le bureau, il y avait des baies vitrées, et il y a Pascal qui me fait coucou, il dit ah viens voir, on parlait de toi. Ok, j'arrive, j'avise Ombline et Jérémy, je vois eux c'est pas des techs, c'est sûr. Vas-y, qu'est-ce que vous faites là? Et là ils s'expliquent ouais voilà, on travaille pour une émission de télévision. En fait, ce sont des entrepreneurs qui viennent pitcher devant des investisseurs. Et nanana. Mais je dis attendez, mais c'est Shark Tank que vous adaptez? Il dit oui, voilà, donc on était venu en parler à Pascal, mais ça ne l'intéresse pas, et donc on s'en va. Et moi, je dis, et là, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, hein, je dis attendez, asseyez-vous, moi, ça m'intéresse. Et pendant 20 minutes, je les ai pitchés sur pourquoi le programme pourrait marcher en France, pourquoi moi, je pourrais apporter quelque chose au programme, pourquoi ça m'intéresse. Et j'ai pris le cahier d'Ombline, j'ai noté mon numéro de téléphone dedans, et j'ai dit, je veux être dans le casting. Donc, en gros, j'ai vraiment mis le pied dans la porte, hein, pour être très clair. Parce que
En fait, L'opportunité de fou. je me suis dit, putain, faire de la télé, c'est génial, c'est une opportunité. J'avais jamais pensé à ça avant. C'est pas du tout un but dans ma vie, mais dès que j'ai été devant l'option que ça pouvait exister, c'est devenu la chose la plus importante pour moi. Et donc, bam, je me suis engouffré là-dedans, vraiment comme un gros maboule. Et donc voilà, après j'ai été racheté Sony, donc la production, j'ai vu les gens de Sony, ensuite j'ai vu les gens de M6, puis après plus de son, plus d'images pendant plusieurs mois. Et mi-2019, on me rappelle, c'est Ombline, elle me dit voilà, bon la production ça prend du temps, mais on va bientôt commencer. On aime bien ton profil, on t'a pas oublié, mais on a deux problèmes avec toi. Bah, le premier, c'est que Ledger à crypto, bah, laisse tomber pour parler de ça. Personne va comprendre ce que tu fais. C'est pas comme Blablacar, Mythique. Là, ça parle pas, tu vois. Donc, on sait pas trop comment t'intégrer dans le programme. Et puis, le deuxième problème, bah, c'est que personne te connaît, tu vois. Et nous, on a quand même besoin d'avoir des figures un minimum reconnues pour lancer le programme. Là, je dis bah ouais, effectivement, là, c'est sûr, je peux pas dire le contraire. Et donc elle me dit bah voilà, on va te faire une proposition, ça va pas te plaire, mais c'est la seule qu'on peut te faire. Une émission comme ça coûte cher à produire, et donc on a besoin d'un remplaçant. Ah bah, je dis bah ok, très bien. Et donc j'ai commencé le programme en tant que remplaçant, c'est-à-dire bah, s'il y a quelqu'un qui est malade le jour du tournage, bah, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer, parce que sinon ça coûte trop cher de foutre en l'air la journée. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le programme. Viennent les essais. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là, il y avait un investisseur que vous avez jamais vu, mais ça se passe assez mal pour lui aux essais. Il cafouille, machin, il est pas bon. Enfin bref, je regarde, je me dis ouh là là. Et vient finalement ce que j'espérais, c'est que il y a un réalisateur qui dit ouais, envoyez Eric. Et donc je vais m'asseoir dans le fauteuil. Et bah, je dis souvent que, tu vois, la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. L'opportunité, bon, on l'a bien compris, hein, je l'ai vue, je l'ai prise, je l'ai reconnue et j'y suis allé comme un gros bourrin. Et bah, la préparation, c'est quoi? C'est qu'avant de m'asseoir dans le fauteuil, j'ai regardé une centaine d'émissions américaines, anglaises de Shark Tank, Dragon's Den, pour comprendre ce qu'attendaient les producteurs, c'est-à-dire mettre de l'enjeu, faire des phrases courtes, pas commencer par la conclusion, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc là, je donne tout. À la fin de l'essai, bah, la production vient me voir, ils disent mais Eric, t'as déjà fait de la télé? Ah bah ouais. Et, et donc ils ont mis de côté l'investisseur pour qui ça s'était mal passé. Ils m'ont donné quelques jours de tournage et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'émission. Il y a un soir, Marc Simoncini, il a mangé des huîtres. Le lendemain, il était malade comme un chien. Je l'ai remplacé. Une autre fois, c'était Fred Mazzella qui a dû une urgence de Blacard, je l'ai remplacé. Et donc, je me suis retrouvé à faire la moitié des épisodes sur la première saison. Et quand est venue la deuxième saison, entre-temps, ça a été racheté par Arthur, donc en 2021, bah là, ils m'ont fait rentrer en tant que titulaire. Donc voilà toute l'histoire, voilà comment je me suis retrouvé dans le jury, parce qu'à la base, il n'y avait absolument aucune raison que j'y sois, et donc parfois, bah, il faut savoir reconnaître les opportunités, les saisir, et ensuite bien les gérer pour arriver à ses fins. Bah, clairement, et puis en tout cas à ce moment-là, c'était un vecteur d'adoption, et je pense que ça a joué aussi un rôle dans l'établissement de la marque Ledger. Alors ça, je sais pas. En tout cas, c'est sûr, ça a dû jouer un rôle pour la marque employeur et je pense que c'est très bien au niveau français, mais pour le business, ça a eu aucun impact. C'est-à-dire que la diffusion n'a eu aucun impact sur les ventes parce que la France représente 1% du chiffre d'affaires et donc peut-être que, ok, c'est peut-être eu un impact à 0,1%, tu vois. Ok. Mais sinon, je pense, c'était plutôt bien pour la marque employeur, pour Ledger en tant que tel en France, parce que ça pouvait, oui, renvoyer une bonne image. Donc là-dessus, je pense que c'était plutôt positif. Alors, on va finir sur ta masterclass avant que je donne peut-être la parole à Nathan et Fabien s'ils ont des questions et à l'audience. Euh, c'est assez marrant dans ta masterclass. Moi, le premier truc auquel j'ai été surpris et je m'y attendais pas, c'est qu'au final, bah, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de start-upers et c'était assez cool. Il y avait différents profils d'entrepreneurs, pour le coup, qui venaient pas forcément de la tech. Est-ce que tu t'y attendais, toi, ou tu étais ouvert à aider un petit peu tout type d'entrepreneur? Alors, effectivement, j'ai été assez surpris que sur les masterclass soient surtout présents des entrepreneurs qui se sont
autofinancés, qui se sont bootstrappés, qui sont souvent des solopreneurs et qui viennent majoritairement en fait de province. Et donc toute la French Tech parisienne des startups qui lèvent des fonds, elle, elle n'a pas mis les pieds au domaine et j'ai juste dû avoir peut-être 2 ou 3 sur 200 quoi. Et ça, c'est assez révélateur en fait d'un schisme entre la French Tech, les startups qui lèvent des fonds, qui ont les incubateurs, qui ont plein de ressources, on leur donne tout, etc. Ils ont plein de communautés, enfin ils bossent ensemble, etc. Et tout le tissu économique des PME, des TPE qui font quand même finalement l'économie de la France et des centaines de milliers de boîtes qui sont souvent en province, qui n'ont pas de réseau, avec des solopreneurs qui connaissent personne, qui n'ont pas d'entrepreneurs autour d'eux et qui ont besoin d'aide pour pouvoir avancer et qui du coup sont beaucoup plus susceptibles d'aller chercher cette aide en venant dans la masterclass, alors que les startups se disent bon moi de toute façon déjà j'ai mon incubateur, j'ai mes trucs, etc. Et deux, côté mindset, ils vont jamais payer en fait pour qu'on les aide. Ils vont se dire non, tout m'est dû parce que on leur donne tout. Et donc ils ont un état d'esprit qui est très très différent. Et à la fin, ça fait que on est venu. ouais, non, mais bien sûr parce que tu as aussi, je pense, un mindset différent. Tu vois, c'est clair. Mais j'entends et c'est vrai que c'est dommage. Mais après, c'était super enrichissant. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, je pense que ce qui compte, c'est qu'il y ait des entrepreneurs qui soient au même niveau en fait de développement. Souvent, c'est des boîtes qui font quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions, des fois des dizaines de millions, qui ont des problématiques. Et ce qui est bien, c'est que dans le groupe, écouter les problématiques des autres, c'est vachement enrichissant parce que ça peut résonner par rapport à son propre business. Vraiment. Et puis, pour certains aussi, c'est la première fois qu'ils rencontrent d'autres entrepreneurs. Les groupes se font. Il y en a plein qui restent en contact avec WhatsApp. Donc, c'est un moment, je pense, qui pour certains est assez fort. Et en plus, voilà, ces 2 jours, c'est une expérience chez moi où on bouffe bien, on boit bien, enfin c'est sympa. Donc je pense que c'est un moment, voilà, c'est une vraie expérience en fait. Ce que je propose, c'est pas juste on est dans un Novotel et puis il y a un paperboard et puis voilà quoi. Tu vois, c'est quand même un truc un peu particulier. Et en tout cas, oui, il y a eu plus de 220 entrepreneurs qui sont passés. Et là, je vais rouvrir la nouvelle saison des masterclass là très très bientôt. Ça serait intéressant, Eric, que tu fasses des masterclass avec les gens qui sont déjà venus. Tu vois, une genre de masterclass niveau 2. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut laisser passer un peu de temps pour que ça ait du sens. Mais bien sûr, là, j'ai de la demande là-dessus et ce serait sympa même de refaire les mêmes groupes et de pouvoir reprendre 1 an après ou 2 ans après, refaire un point. Donc, bien sûr, ça, c'est quelque chose certainement qui sera proposé. Moi, j'avais juste rapidement une dernière question, parce que ce qui était intéressant aussi dans ta masterclass, c'est que il y avait évidemment le côté réflexion, on va dire plutôt avec des discussions plutôt concrètes, et puis il y avait le côté un petit peu évasion avec le domaine et l'histoire et les intendants. Pourquoi ce mix? Qu'est-ce que tu penses que les gens vont tirer à aller visiter ta forêt? J'ai adoré, mais c'est justement pour partager. Ouais, c'est quand je disais tout à l'heure, c'est une expérience, c'est que effectivement les gens savent pas trop quoi s'attendre quand ils vont arriver. Et donc j'ai un grand domaine, 70 hectares au cœur de la forêt de Sologne, avec des équipes sur place qui sont des gens passionnés de la nature. Et l'idée, c'est un moment de se séparer un petit peu en demi-groupe et de pouvoir faire autre chose et de pouvoir s'aérer. Et c'est quand même des journées assez intenses. Il y a quand même beaucoup de travail. Donc c'est bien de prendre 2 heures pour aller au milieu de la nature, pour regarder. Et il y en a plein qui disent attends, qu'est-ce que je vais partir en forêt, mais quoi? Et après, quand ils reviennent, ils disent c'était génial. Il y a Anthony qui est donc le garde-chasse, garde forestier, qui partage un petit peu toute sa passion de la nature, qui explique plein de choses. Et donc souvent, ils reviennent les étoiles dans les yeux. Alors il y en a, et bien sûr, il y en a qui disent non, j'ai pas aimé, j'aime pas la forêt, j'aime pas la nature. Donc ça, évidemment, il y a toujours quelques personnes qui vont pas du tout être touchées par ça. Mais dans l'absolu, ça reste un moment plutôt agréable, sympa. Et puis en plus, bon. Il y a un peu, t'es dans des buggy, enfin une mule, des fois, enfin
quand il a bien plu, des fois tu ressors couvert de boue. Enfin, c'est un peu marrant, quoi. C'est pas juste une petite balade en forêt. Il y a quand même deux trois bricoles un petit peu rigolotes qui mettent de l'ambiance. Puis après, voilà, il y a ce qu'il faut pour aller manger, boire un coup, se mettre autour de la cheminée. Donc en fonction de la saison, faire des côtes de bœuf directement au barbecue à l'intérieur de la maison. Enfin voilà. Après, c'est assez roots, c'est assez campagnard. Ça reste haut de gamme, hein, parce que c'est des belles prestations. Mais on est en chaussettes et donc ça fait partie en fait de moi, c'est-à-dire que l'expérience elle est construite selon moi ma manière de voir les choses et donc ouais on vient au domaine et on vient chez moi et donc ouais ça fait partie en fait. On ramène ses pantoufles. Ah ouais, c'est ça, exactement. Exactement, il faut venir avec ses pantoufles. Donc, bah, c'est une expérience. Après, voilà, c'est sûr, je pense que c'est pas pour tout le monde et il y en a plein qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc débile? Mais je voulais faire quelque chose qui soit vraiment aligné avec mes valeurs et avec ce que j'aime. Alors, débile, non, à aucun moment j'ai pensé que c'était débile. J'avoue que c'était un peu fatigant comme on est arrivé le matin et j'ai eu une demi-seconde d'hésitation pour aller dans la forêt. Mais en tout cas, j'ai pas regretté une seule Ouais, mais seconde et j'y maintenant, retournerai c'est 10 les fois. arrivées la veille. Maintenant, sur le nouveau format, tu arrives la veille. Tu peux pas arriver le Ok, matin, parce qu'il y en a, ouais, c'est obligé, tu arrives la veille. Comme ça, tu es tranquille et là, tu ok. peux profiter de la forêt. Et Eric, qu'est-ce que Euh, tu donnes comme conseil à tous les entrepreneurs, toi qui en as conseillé beaucoup, qui ont du mal à passer à une étape supérieure dans leur entreprise? Souvent, on a des blocages, c'est plutôt du côté Ah ouais. mindset, c'est plutôt du côté organisationnel. Tu as des retours d'expérience là-dessus? Ouais, bah, il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement un côté, état d'esprit, mindset avec, des croyances limitantes où, quelqu'un va se dire: «Bah, je peux pas, je sais pas, je suis pas la bonne personne». Donc, il y a parfois un peu de psychologie qui est nécessaire et il faut pas, sous-évaluer en fait la puissance de du mindset et le fait de pouvoir résoudre ce problème avec quelqu'un, qui a une forme de légitimité, qui va donner en fait, les bons conseils, qui va débloquer ce genre de choses. Donc ça arrive assez souvent en masterclass, qu'il y ait des personnes qui aient ce type de problème genre le syndrome de l'imposteur, etc. Après, il est aussi important de faire comprendre que pour avancer, il faut être capable de lâcher un petit peu prise sur son business, de déléguer et d'accepter quelque part de perdre un peu le contrôle, de perdre cette notion de perfection qu'on a essayé de mettre en place pendant toute sa vie d'entrepreneur. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, quand tu veux scaler, que tu veux avancer, il faut faire des compromis. Il faut déléguer, il faut accepter de perdre ce contrôle. Et donc là aussi, il y a un côté mindset qui est vachement important, de réussir à arriver dans cet état d'esprit. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très fort. Et puis après, c'est aussi une question enfin, d'ambition. Des fois, je vois, il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils bossent dans leur truc. Ils font, je sais pas, 500 000 euros et puis ils gagnent pas d'argent. Et en fait, ils n'ont jamais pris le temps de prendre du recul, de faire un point sur leur business et on peut faire un diagnostic assez rapide en disant mais pourquoi tu fais ce truc-là? Regarde, tu vois, ça te rapporte 20% de tes revenus, mais c'est 80% des emmerdes. Tu vois, si tu fais ci comme ça et il y a des révélations en fait qui se font parce que parfois tu es tellement la tête dans le guidon que tu n'arrives pas à voir la solution. Et donc, c'est vachement bien de prendre du recul et de pouvoir aller se faire un peu challenger, de se faire un petit peu retourner le business par d'autres personnes. D'où l'importance de faire un peu cette psychothérapie de groupe où chacun va parler et ça peut créer des déblocages et vraiment, la plupart en fait des gens qui viennent à la masterclass, ils ressortent en se disant waouh, tu vois, ils ont envie de tout casser et c'est le boost. Ça, c'est essentiel aussi de trouver cette motivation. Ouais, je confirme pour y avoir été. alors, on a Alors, une question qui s'affiche, ouais, Derrick. ouais, je l'ai lu. Donc, pourquoi bah, en fait, j'ai fait ça pendant beaucoup d'années. Hein. Auprès de rôles, effectivement, des politiques, des lobbies. On l'a fait avec Ledger, on a investi beaucoup d'argent. Avec CoinHouse aussi. C'est sûr que maintenant, moi, j'estime avoir fait mon rôle là-dessus. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont là-dessus. Il y a la DAN, il y a Ledger, il y a CoinHouse. Enfin, il y a tout un tas de gens qui avancent là-dessus et de personnes qui sont bien meilleures que moi pour porter cette cause. Et voilà, je pense que je voulais avoir un impact dans la crypto. Je pense que je l'ai eu. J'ai créé 2 boîtes aujourd'hui, dont une qui quand même qui a eu un impact réel. Et en fait, aujourd'hui, je me suis un peu éloigné de tout ça parce que j'ai envie de m'intéresser à d'autres choses et place aux autres, quoi. Voilà.
Alors, on a une belle question de Corinne. Ouais. Ouais, moi je le. Quel problème? Bah, j'ai été confronté dans tous les projets que j'ai montés. Alors, ils sont assez variés. Je pense que le plus gros problème, dans 2 projets où j'ai fait 2 erreurs qui m'ont coûté la boîte, enfin en tout cas qui m'ont fait que j'ai pas pu les développer comme je voulais, c'était que j'ai raté l'internationalisation. C'est-à-dire qu'en France, on a cette tendance à, lorsqu'on lance un projet, à le faire pour la France et se dire bah, je vais le faire super en France et puis après quand je serai le roi de la France, j'irai à l'international. Et ça, je pense que c'est une connerie, parce que je l'ai fait 2 fois et 2 fois je me suis planté. Quand j'ai fait Ledger, je me suis dit, putain, je vais pas refaire cette erreur, donc je fais une boîte pour l'international et j'ignore la France. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de site en français, on vendait, enfin, c'est pas qu'on vendait pas en France, mais voilà, il n'y avait rien en français, on n'avait rien à foutre. On a retiré, il y a eu le coq de la French Tech, je l'ai foutu à la poubelle. J'ai dit non, on s'en fout. On est une boîte mindset américain, tout est en anglais. Thomas, tu vas partir aux États-Unis à Silicon Valley, on va ouvrir un bureau là-bas. On va pas flipper, hein, c'est-à-dire que la boîte reste française, mais on se met dans un mindset complètement international dès le début. Alors évidemment, il faut que le produit ça fonctionne. Hein. Si tu es coach pour des boîtes machin en français, ce que je dis n'a aucun sens. Mais voilà, ça c'était vraiment, je pense, une grosse, un gros learning que j'ai eu sur toutes mes boîtes, de faire très attention à l'internationalisation. Et donc, si demain je refais une boîte, je recommence direct en anglais. Je m'emmerde même pas avec le marché français. Et c'est ce qui fait la force des Scandinaves, parce que leur marché il est trop petit. Notre problème, c'est que notre marché il est suffisamment grand pour qu'on puisse se lancer en France. C'est quoi le. Qu'est-ce que tu. Quel est le côté de l'entrepreneuriat que tu aimes le moins? Que j'aime le moins. J'en sais rien, c'est une très bonne question, ça on m'a jamais posé, donc Pas j'ai pas la manager des réponse. people. Ouais, non, bah, en fait, bah, c'est simple, c'est quand ça marche et que tu te dis, bah maintenant je me suis transformé en manager, ou je me suis transformé en. En fait, moi, ce que j'aime, c'est faire sortir les projets de terre, mais dès que ça commence un peu à tourner, je me casse. Donc je pense que ce que j'aime pas dans l'entrepreneuriat, c'est le plateau en fait qui suit la première croissance. Voilà, moi je suis peut-être bon pour passer de 0 à 1, mais après ça m'emmerde. Et j'aime bien en fait quand tout est dans l'action, que tu peux tout péter, que tu peux faire n'importe quoi, que tu sais pas ce qui va se passer, que tu peux crever tout le temps. Enfin, alors que quand tu es installé, que tu as quelque chose à perdre et tout, je pense que je suis moins à l'aise. Et donc systématiquement en fait j'ai passé la main. Toutes les boîtes qui ont bien fonctionné, au bout de quelques années j'ai quitté et je suis passé à autre chose quoi. Oh là, Question suivante. ouais, les grandes tendances, voilà, j'en sais rien, je sais pas. Voilà, en fait, je pense que on Ou a fait plutôt les l'infrastructure. applications auxquelles tu Ouais, crois. bah, les applications auxquelles je crois, en fait, ouais, je crois vachement. En fait, il faut qu'il y ait vraiment un élément économique. Alors, si on met de côté tous les trucs de DeFi, de machin, de trucs, parce que là, c'est complexe, il y a plein de trucs. Moi, j'ai vraiment toujours pensé et cru que ce qui fonctionnerait en premier, le mieux, c'est vraiment l'univers des jeux dans lequel, enfin, c'est rare, tu vois, mais appliqué à d'autres choses. Et autant le multiverse, métaverse, pardon, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, j'ai pas trop compris. Autant le Web 3 dans les jeux avec une économie et la capacité de pouvoir s'impliquer dans le jeu et posséder toi-même en fait, tu vois, enfin ton équipement, tes armes, tes trucs, et sortir l'économie pour la remettre dans un monde un petit peu plus ouvert, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, moi, c'est un peu ce que j'attends, ce que j'ai envie de voir. Donc, je ne sais pas si c'est ça le prochain truc, il y en a sûrement d'autres, mais c'est vraiment ça, moi, Tu qui. peux tester, tu peux tester Dogami sur l'App Store. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Et Eric, pour moi, je pense qu'il y a des étapes clés qui sont les mêmes d'une société à l'autre pour passer d'une société qui fait 0 à une licorne. Est-ce que tu penses que est-ce que j'ai raison? Et si ça l'est, quelles sont les étapes clés un petit peu pour une réussite? Bah, alors, je sais pas, parce que je peux pas généraliser. Moi, je l'ai fait qu'une fois, faire une licorne. Donc, non, mais en fait, ce qui est important, c'est la scalabilité et l'exécution. C'est-à-dire que il faut que tu aies un modèle qui soit hyper scalable.
Et donc, ce qui a fait que Ledger est devenu une licorne, c'est pas tellement le fait de vendre des devices Ledger, c'est le fait d'avoir ajouté derrière toute l'économie qui permet de générer des commissions et des revenus pour chaque utilisateur une fois qu'il a acheté le device avec le Ledger Live. Et donc, dès qu'il y a du swapping, du staking, du machin, du bidule. Et donc là, tu as un modèle en fait qui est hyper vertueux, qui est hyper scalable. Et là, boum, tu deviens une licorne. Quand on faisait que vendre des boîtes, même si on en vendait plusieurs millions, les investisseurs, en fait, ils valorisaient pas la boîte. Ils disaient non, mais en fait, ouais, c'est ok, super, tu as vendu 1 million de devices, mais qu'est-ce qui me prouve que tu vas vendre 1 million l'année prochaine? Et donc, il faut avoir un modèle qui soit scalable et qui soit sticky. Tu vois, donc le modèle ultime pour moi, c'est quand tu as du hardware avec un revenu SaaS et si en plus tu peux être B2B pour être multi-contrat, multi-year, ça c'est voilà, ça c'est des modèles de malades. Mais sinon, en dehors de la scalabilité, de la capacité vraiment de pouvoir exploser le modèle, c'est l'exécution. Et là, bon, ça, c'est un des recruter les meilleures équipes, quoi. On a réussi chez Ledger parce qu'on a eu une très bonne exécution et on a eu une très bonne exécution parce que on a su recruter les meilleurs et qu'on a mis les bonnes personnes et qu'on leur a aussi donné les moyens de le faire, qu'on leur a donné la confiance. Enfin, c'est tout un ensemble de choses parce que tu peux recruter les meilleurs pour ensuite les micromanager, pour ensuite faire un truc toxique et que ça explose. Et garder une forme d'humilité pour comprendre en fait que tu es tout le temps à risque, que tu n'as pas compris, que tu dois te remettre en jeu, jamais te mettre sur tes lauriers, enfin tout ça, et en même temps avoir un ego surdimensionné pour avoir l'envie et la résilience de pas crever quand tout tombe sur la gueule et que tu dois bosser comme un chien pendant des années, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc, très clair. C'est scalabilité et remise en question. Ouais, et exécution parfaite, quoi, évidemment. All right, Eric, bah, je crois qu'on a fait le tour et on en est à 1h15, un peu moins de 1h15. Bah, c'était super enrichissant à tout point de vue, que ce soit entrepreneurial, ta vision de l'écosystème et ton parcours. Je te souhaite plein de réussite dans ce que tu entreprends aujourd'hui et j'y ai participé, c'était vraiment top et je conseille aux entrepreneurs de venir passer 2 jours avec toi. Merci beaucoup. Nathan, pas bien, je sais pas si vous voulez clôturer, mais je pense qu'on est good. Je sais pas, Nathan, si on a d'autres questions. Non, il n'y a plus d'autres questions. Ouais, non, il n'y a plus d'autres questions. On a fait le tour. All right, Eric, tu veux le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, déjà, c'est merci beaucoup d'avoir fait appel à moi pour ce live. L'enjeu majeur de Ledger, c'est l'adoption. Et l'enjeu de l'adoption, en fait, c'est de la transmission, de faire apprendre aux gens, c'est l'éducation autour des cryptos, de la blockchain. Et donc, je pense que il faut plus d'initiatives telles que cette école parce que au final je pense ça apporte énormément de choses et il faut contribuer à faire connaître tout ce qui est blockchain, Web3 et donc voilà, je pense que c'est super. Ouais, démocratiser, à le standardiser, c'était vraiment notre ambition, avoir un vivier, une source de talent pour les entreprises. Moi, on a payé tellement de fils de chasseurs de tête que ça m'arrachait la peau de me dire de lever de l'argent ou de faire de l'argent pour le donner à des chasseurs de tête. Donc, c'est un peu pour toutes ces raisons qu'on a créé la BBS. Alors, il y a une super dernière question, je me permets de te la poser, Eric, je suis désolé. Corinne demande. Oui, j'ai lu. Alors, en fait, pour les ados, ouais. Alors, non, mais la seule chose, c'est que qui serait prêt à payer pour son ado une somme quand même importante, parce que les masterclass, elles sont. Enfin, je pense que c'est un prix qui est raisonnable dans l'absolu, mais c'est quand même un montant important. Donc pourquoi pas, mais je suis pas sûr que il y aurait beaucoup de. Une journée avec plus d'ados. Ouais, voilà. Alors là, après, je sais pas. Là, peut-être le domaine, il va terminer. Il va être détruit, mais peut-être. Chez Eric. Ouais, c'est ça, pool party chez moi. Non, mais peut-être que en fait la réponse là-dessus, ça ce serait plus pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont pas forcément des ados,
mais en tout cas des personnes, oui, qui sont étudiants, on va dire, parce que je sais pas si un ado à 15 ans s'intéresse, enfin c'est pas ce qu'on appelle un ado, mais et là ça peut peut-être se faire sur des événements que je pourrais faire à Paris, enfin un truc très particulier, mais pourquoi pas, parce que On a le fils de Corinne en stage chez Pirates, il est très vaillant. bon, bah, voilà, très bien, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je pense que ce serait bien aussi de rajouter, au-delà de l'entrepreneuriat, un peu de développement personnel, de la confiance en soi, enfin des choses aussi, des outils qui peuvent être Clairement. utiles pour les ados en général, pas uniquement parler de recrutement, d'exécution et d'autres choses de l'entrepreneuriat, quoi. Et je pense que ça Alright. serait intéressant de le faire dans l'éducation nationale. Parce que, comme tu l'as dit, Eric, tu ne savais pas ce que c'était entreprendre et tu avais déjà passé ta scolarité. Et je pense que parler d'entrepreneuriat, d'échecs, de développement personnel, ça serait vachement intéressant d'en parler beaucoup plus que ça à l'école. C'est mon mot de la fin. Alright. Très bien, Merci, Eric, super, merci beaucoup. Allez, Excellente merci à soirée tous toi, d'avoir bonne fin de écouté. semaine. Salut. À très vite. Merci Eric. Ciao.